Chapitre 3. Mobilité sociale de sexe. Étrange de se retrouver exilé de son propre sexe jusqu'à des frontières qui ne seront jamais les siennes. Leslie Feinberg, Stone Butch Blues. En sociologie, beaucoup de recherches s'intéressent aux personnes qui ont quitté leur milieu d'origine, mais ces travaux n'ont pas d'équivalent en matière de genre. Parce que le sexe est encore rarement conçu comme une appartenance sociale comparable à la classe, en changer n'est pas considéré comme une expérience de transfuge. Or, la transition n'est pas qu'une question d'identité de genre, c'est aussi et surtout une question de mobilité sociale. Les deux versants de la migration de sexe ne reçoivent pas le même accueil et ne forgent pas les mêmes vécus. Le sens de la transition modèle les trajectoires de vie et les constructions de soi. Si ce travail est rarement fait, c'est aussi parce qu'il existe très peu de comparaisons entre les parcours MTF et FTM, la plupart des recherches portant exclusivement sur les femmes trans. C'est toutefois dans les rares travaux sur les FTM que la question de la mobilité sociale est parfois évoquée. Comme dans les recherches sur les transfuges de classe, l'ascenseur social est plus étudié dans un sens que dans l'autre. Les sociologues s'intéressent davantage aux ascensions qu'aux déclassements. La comparaison des parcours d'hommes et de femmes trans est pourtant riche. Elle l'est tout d'abord parce que ces deux types de trajectoires font l'objet d'un traitement différencié. Si les transitions MTF sont mieux connues que les transitions FTM, elles sont aussi moins tolérées. Cette asymétrie s'exprime tout particulièrement dans les temporalités biographiques. Parce que les transitions MTF et FTM ne se font pas au même prix, elles ne se font pas non plus au même âge, ni au même rythme. C'est pourquoi il est important d'étudier les changements de sexe à l'échelle des parcours de vie. Les travaux sur les trans se penchent le plus souvent sur la phase spécifique de la transition, ou éventuellement sur l'après-transition. Mais le chemin qui précède le changement de sexe est tout aussi instructif. Comme les parcours des hommes et des femmes cis, ceux des futurs hommes et femmes trans ne se ressemblent pas. L'expérience vécue de la transition diffère aussi selon le sexe. Avec le temps, les hommes trans découvrent l'existence de privilèges masculins qui leur étaient autrefois refusés, ce qui ne manque pas d'engendrer une certaine culpabilité. Devenir un homme n'est pas toujours facile à assumer. Ce phénomène a déjà intéressé quelques chercheurs travaillant sur la masculinité et les conditions de sa subversion. Moins investiguées, les mobilités descendantes des femmes trans illustrent quant à elles le paradoxe fondamental qui caractérise les trajectoires de déclassés. Elles vivent globalement mieux leur changement de statut que les FTM qui, a priori, ont pourtant plus à y gagner. De manière générale, les subjectivités des transfuges réservent bien des surprises, car les expériences socialisatrices s'articulent plus qu'elles ne se succèdent. La socialisation initiale façonne la socialisation dans le sexe de destination. Autrement dit, les trans ne passent pas d'une catégorie de sexe à l'autre en oubliant leur passé. Une tolérance asymétrique. Les socialisations de genre peuvent être plus ou moins contraignantes. La plupart du temps, il est plus aisé de passer du féminin au masculin que l'inverse. Ce constat apparaît clairement dans les temporalités de la transition, les FTM s'engageant dans leur transformation plus tôt que les MTF. Alors que les promotions de sexe sont relativement tolérées, les déclassements sont sévèrement sanctionnés, si bien que de nombreuses femmes trans renoncent à transitionner dans leur jeunesse. Les temporalités genrées de la transition.
Les FTM changent de sexe plus jeunes que les MTF. L'âge médian du début de leur transition est de 25,4 ans, contre 37,4 ans pour les femmes. Leurs trajectoires familiales aussi sont différentes. Le fait d'avoir connu une union et d'avoir fait des enfants avant la transition est plus répandu chez les MTF. Une proportion de 47,9 d'entre elles a déjà été mariée ou pacsée par le passé, contre 15,8% des FTM. Ces unions préalables étant en grande majorité des relations hétérosexuelles dans le sexe d'origine. Par ailleurs, 44,8% des MTF déclarent avoir eu un ou plusieurs enfants, contre seulement 8,4% des FTM. Si l'on présente les choses autrement, on observe que 93,9% des personnes trans ayant eu des enfants sont des MTF, tandis que seulement 6,1% sont des FTM. Les hommes trans transitionnant plus jeunes que les femmes trans, le paramètre de l'âge peut ici induire un effet. Les personnes qui ont changé de sexe plus âgées ayant davantage eu le temps de se reproduire. Mais, toutes choses égales par ailleurs, à âge égal notamment, les MTF ont toujours 3,5 fois plus de chances d'avoir eu des enfants que les FTM avant leur transition. On note par ailleurs que le groupe des femmes est plus hétérogène que celui des hommes. La population MTF se divise en deux ensembles de même taille et aux profils sociaux équivalents. Celles qui ont déjà connu une première vie familiale et celles qui n'en ont pas eu. Les premières transitionnent autour de 45 ans et les secondes autour de 31,2 ans. Les FTM, eux, transitionnent encore plus jeunes et font rarement famille en tant que femmes avant la transition. Il n'y a pas d'équivalent masculin du profil MTF ayant connu une première vie en tant qu'homme. Pourquoi une telle asymétrie entre les groupes FTM et MTF? La différence de structure entre ces deux sous-populations s'explique notamment par la tolérance asymétrique de la transgression de genre. Un homme qui se féminise est davantage stigmatisé qu'une femme qui se masculinise, la féminité étant synonyme de déclassement, là où des marqueurs de masculinité sont parfois valorisés chez les filles. Compte tenu de ce double standard, nombreuses sont les futures MTF qui craignent la marginalisation qu'induirait leur féminisation. Celles-là renoncent à changer de sexe au cours de leur jeunesse. Elles tentent de rester des hommes et s'engagent dans une carrière matrimoniale, parentale et professionnelle au masculin, avant de décider de transitionner plus tard dans la vie. À propos de ce type de trajectoire, une autre hypothèse possible serait que l'expérience de la parentalité constitue un frein à la transition. Le caractère tardif du changement de sexe pourrait alors être interprété comme une conséquence de l'engagement préalable dans une vie familiale. Cependant, la conjugalité et la parentalité constituent pour la moitié des futures femmes trans un moyen de mettre le désir de changement de sexe à distance, bien que cela ne soit pas incompatible avec un réel souhait d'avoir des enfants. Les individus ne se découvrent pas trans à un âge avancé. La différence entre les deux profils MTF repose avant tout sur la stratégie adoptée par la personne pour affronter la stigmatisation. Rester un homme et essayer de vivre en tant que tel, ou prendre le risque de changer de sexe. Autrement dit, il ne s'agit pas d'interpréter ce qui fait que les FTM ne transitionnent pas après une première vie familiale en tant que femme, mais ce qui fait que certaines MTF transitionnent si tard après une première vie familiale insatisfaisante en tant qu'homme. Le renoncement provisoire au changement de sexe précède le projet parental.
Il résulte principalement qu'une violente condamnation des premières marques de féminité chez les futures femmes trans. Le déclassement interdit. Chez les femmes trans, les premiers signes de féminité sont généralement perçus comme des signes d'homosexualité. Présumés gays, c'est principalement en tant que tels que les MTF sont agressés, et cela avant même le début de leur transition. Les récits d'enfance et d'adolescence des femmes trans sont ponctués de violentes injonctions. Leur entourage, leurs parents et leurs pères exigeaient généralement le bannissement de toute marque de féminité, la masculinité se construisant avant tout par l'exclusion de cette dernière. Audrey se remémore les changements d'activité qui lui ont été imposés par ses parents à l'époque. On a essayé de faire de moi un garçon par tous les moyens. Interdiction de faire des activités qui pourraient être un peu féminisantes. Je faisais partie de la troupe de danse de mes écoles. Et puis on m'a interdit de faire de la danse. Tout ce qui était artistique était aussi interdit. Peinture, musique. Le football, ça m'attirait pas. Donc on m'a inscrite au football. On m'a inscrite dans des cours de yoga, des cours de judo. Tout ce qui était masculinisant, soi-disant. Ça a duré très longtemps, cette situation. Mais j'ai pas changé. Bref. On m'a changé mes activités. Et au fur et à mesure, il y a une transphobie qui s'est installée au sein de la famille et qui est passée par des gestes, par des paroles. Au fur et à mesure, ça a commencé à monter jusqu'à arriver aux actes d'agression. D'agression où on n'a pas le droit de dire certaines choses, sinon il y a une baffe qui part. La première partie du tableau dépeint par Audrey se retrouve sans doute chez beaucoup de jeunes garçons. De manière générale, les hommes et les femmes se voient inculquer des goûts et des pratiques sportives et culturelles bien distinctes. Et si certaines filles peuvent avoir le droit à des activités considérées comme masculines, il est en revanche moins tolérable de laisser des garçons avoir des passe-temps jugés trop féminins. Pour cette raison, les MTF déclarent presque toutes avoir subi des violences verbales et physiques de la part des hommes de leur entourage. Contrairement à certaines idées reçues, ces violences traversent tous les milieux sociaux. Les classes les plus aisées se distinguent souvent par des discours de tolérance envers les LGBT. Mais leur posture théorique se retranscrit rarement dans la pratique. Il existe en revanche des différences sexuées chez les auteurs de violences. La non-conformité de genre est moins bien acceptée par les hommes que par les femmes. Il en est de même pour l'homosexualité qui, lorsqu'elle est masculine, est souvent perçue comme une déviance de genre. L'ultime menace de la masculinité réside dans le soupçon d'homosexualité. Suspectés d'être des hommes homosexuels, les futurs MTF suscitent malgré elles une émotion insoutenable chez beaucoup d'hommes cis hétérosexuels. Comme le montre bien la sociologue Isabelle Claire, la figure du PD représente le stigmate suprême pour les hommes, tandis que les femmes, elles, doivent avant tout se distinguer des putes. L'idée que l'homosocialité masculine, c'est-à-dire les relations sociales entre hommes, comme l'amitié par exemple, puisse basculer dans l'homosexualité, produit ce qu'Eve Sedgwick appelle une panique homosexuelle. Cette panique est palpable dans le récit que fait Julia d'une agression qu'elle a subie étant jeune, alors qu'elle s'habillait déjà au féminin mais n'avait fait aucune modification corporelle. C'était une chose très mal connue à cette époque-là, dans les années 1980, assimilée à une forme d'homosexualité. Les insultes, vous savez, ça va de PD à travelot, ce n'est pas très précis. Il y a eu un incident une fois. Je revenais d'une audition de piano et je me suis fait agresser par deux mecs. J'étais avec des copines. Je me suis fait agresser par deux mecs qui m'ont donné un coup de poing très violent dans le visage. Donc je suis arrivé chez moi en sang.
Ils ont été condamnés. Les gens qui m'avaient agressé avaient argumenté autour de l'idée d'un regard un peu suggestif de ma part. En gros, je les aurais allumés. Le soupçon d'homosexualité peut connaître certaines variations. Ce sont les femmes trans issues des classes moyennes et supérieures qui, comme Julia, semblent en faire le plus les frais dans l'espace public. Il n'est pas rare que les attitudes sophistiquées des hommes fortement dotés en capital soient perçues comme des attitudes féminines par des hommes issus de milieux plus populaires. La mère de Julia étant chercheuse et son père cadre, une certaine confusion entre marqueurs de genre et de classe n'est pas exclue dans la violence de ses agresseurs. Toutefois, cette violence n'en demeure pas moins un brutal rappel à la masculinité. La panique homosexuelle n'est rien d'autre que la peur viscérale d'une féminité qui viendrait s'immiscer dans la maison des hommes. Si la sociologue Rewin Connell qualifie les masculinités homosexuelles de subordonnées, c'est précisément parce qu'elles sont perçues comme des masculinités féminines. L'homophobie n'est jamais exempte de sexisme. À la suite de tels épisodes de violence, la moitié des femmes trans tentent de renoncer à la transition. Ces futures MTF cherchent ainsi à dissimuler leurs aspirations à la féminité et à afficher une certaine virilité. Elles incarnent alors différents types de masculinité, qui dépendent pour une grande part de leur milieu d'origine. Celles qui sont issues de milieux populaires ont tendance à opter pour la force physique, ce qui présente l'avantage de limiter les soupçons d'homosexualité, là où des masculinités caractéristiques de milieux plus aisés s'avèrent moins efficaces. À 14 ans, Brigitte subit une agression homophobe qui la convainc non seulement de rester un homme, mais aussi de développer une personnalité portée sur la violence. Il y avait l'école de filles, l'école de garçons. Et à partir de ce moment-là, j'ai appris à courir. Parce que, de par mes attitudes, on n'arrêtait pas de m'agresser, de me taper, de m'insulter. Jusqu'à l'âge de 14 ans où là, je me suis révoltée. Je suis devenue très violente. Et à partir de là, on m'a laissé tranquille. On me traitait de fou, mais on me laissait. On me regardait de loin. Se faire battre tous les jours à un moment. Et puis même avec mon père, c'était assez difficile parce qu'il me traitait de pédé, de machin comme ça. Donc c'était difficile. À partir d'un moment, j'ai décidé de devenir un garçon. À 14 ans, j'ai décidé de devenir un garçon. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu très violent, hyper violent. J'en ai même eu peur moi-même parce que je ne contrôlais plus du tout cette violence. Tous les coups qu'on me donnait, je les rendais avec une extrême violence. On se méfiait de moi et on me laissait tranquille. En l'espace de 6 mois, 1 an, on s'est rendu compte que j'étais une personne qu'il ne fallait pas chatouiller. Après, j'étais tranquille. C'est tout ce qu'on m'avait fait qui... Je me suis protégé comme ça et j'ai commencé à me travestir. Bien que Brigitte finisse par perdre le contrôle de sa conduite, jouer ce rôle masculin n'est au départ rien d'autre qu'un moyen de se protéger. Une fois sa sécurité assurée, cette future MTF s'autorise à se travestir en femme en coulisses de sa vie sociale masculine, au cours de laquelle elle connaîtra mariage et enfants. Dans ce type de parcours, le travestissement est quasi systématique. Il commence relativement tôt dans la vie et se poursuit jusqu'à la transition. Cependant, il reste toujours une pratique solitaire, secrète, et généralement honteuse, qui est dissimulée derrière une façade résolument virile. Afin de s'assurer de ne pas être démasquées, certaines vont jusqu'à s'approprier des stéréotypes de genre. C'est la stratégie qu'a adoptée Lucille, une sapeuse pompière évoluant dans un milieu professionnel masculin. Je surjouais le rôle de mec, pas mec macho, mais limite. Le caractère et la personnalité que je présentais aux gens,
C'était vraiment mec. Et puis avec les blagues de pompiers, hein. Cette approche musclée de la masculinité, Lucille la transmettra à ses enfants avant son changement de sexe, son fils aîné étant lui-même devenu pompier. Les futures femmes trans peuvent ainsi endosser une posture sexiste, afin de ne laisser planer aucun doute sur leur masculinité. Un homme qui assume sa domination est au-delà de tout soupçon. Les MTF issus de milieux plus aisés se construisent différemment avant la transition. Elles se décrivent rétrospectivement sur un mode plutôt passif, comme des jeunes hommes se laissant porter par les codes d'une masculinité qui se réalisera lentement par la progression scolaire et professionnelle. La délégation de l'achat des vêtements masculins à des proches, généralement à la mère, revient dans de nombreux récits. Aux yeux de ces MTF, l'avant-transition constitue une longue phase d'abnégation. Au cours de cette période, nombreuses sont celles qui, comme Aurélia, se plongent à corps perdu dans les études, puis dans un métier qu'elles conçoivent comme masculin. Je me suis réfugié dans les maths, c'est pour ça que j'ai fait ingénieur. Comme j'étais assez brillant à l'époque, ça me permettait vis-à-vis des autres d'avoir ma place. J'avais des copains, pas beaucoup quand même, assez brillants aussi, donc on avançait. J'étais assez brillant. Je dis brillant, elle dessine des guillemets avec ses doigts. Pour être consistant, j'ai envie de dire brillante, mais bon, j'étais brillant en maths. J'ai fait maths sup, maths spé à Nice. Mes parents m'avaient trouvé une chambre, donc je travaillais beaucoup, tous les soirs, dans une chambre louée. J'étais une geek avant l'heure, moi. J'avais eu les premiers ordinateurs. J'avais fait des programmations quand j'étais encore chez mes parents. C'était tout un monde à moi, un peu logique, qui m'extrayait du monde de la relation, de la sexualité. Dans le monde informatique parallèle de cette MTF, pas besoin de se soucier des relations et de la sexualité, qui assignent nécessairement à un sexe. Cet univers où elle s'oublie à ses atouts, il lui permet au moins d'acquérir un statut social d'homme, une place. À ressources égales, les MTF qui transitionnent tard dans la vie et qui bénéficient d'un certain nombre de capitaux accèdent à des formations et des métiers plus valorisés que les femmes cis. La reconnaissance masculine dont elles bénéficient est investie pour mettre le désir de transition à distance. Maths sup, maths spé, école d'ingénieur. Les MTF s'engagent souvent des parcours scolaires, universitaires et professionnels dans des filières fortement masculinisées. C'est également le cas pour celles qui ont poursuivi des études courtes, comme Brigitte. J'étais routier pendant 23 ans. Disons que la route, c'est un métier solitaire. C'est beaucoup d'heures. On se tue à la tâche et on ne pense à rien d'autre. Ça permet d'occuper l'esprit. En fin de compte, c'est une fuite en avant. Ce que fuit Brigitte n'est autre que son désir de transition. Elle ne franchira le pas qu'à 48 ans. Le déni de ces femmes trans se ressent dans la sphère professionnelle autant que dans la sphère familiale, où elles embrassent une vie de mari et de père. Toutefois, ce type de parcours ne concerne que la moitié des MTF. L'autre moitié des femmes trans transitionnent plus jeunes, sans avoir connu de première vie au masculin. Du fait de leur jeune âge, elles sont plus vulnérables face à la stigmatisation et la marginalisation, d'autant qu'à la différence des jeunes hommes trans, elles bénéficient rarement d'un soutien parental. Pour gagner du temps, nombre d'entre elles tentent de dissimuler les premiers signes de féminisation. C'est notamment le cas de celles qui ont une activité professionnelle, souvent encore précaire. Les MTF qui transitionnent jeunes peuvent brièvement se travestir en hommes et connaître une forme de double vie inversée.
Il en fut ainsi pour Danielle, lorsqu'elle travaillait au masculin dans un bureau de poste, alors qu'elle avait déjà commencé son traitement hormonal. On disait bic et bouc, expression qui désigne le fait d'être androgyne, à l'époque. J'évitais les talons aiguilles et les jupes pour aller travailler, mais autrement, j'essayais d'avoir une tenue un peu neutre. Sans se masculiniser à outrance, Daniel essaye de camoufler son processus de féminisation. Les femmes trans qui se trouvent dans sa situation ne surjouent pas la masculinité, mais cachent leur féminité de manière transitoire, dans certaines situations professionnelles, familiales ou administratives cruciales. D'une manière ou d'une autre, toutes les transitions MTF présentent une période de dissociation entre rôle social et conviction intime. Simplement, cette dissociation est plus ou moins durable. Si les temporalités biographiques varient fortement parmi les MTF, il n'en est pas de même pour les hommes trans. Une promotion tolérée. Les FTM débutent toutes leur transformation relativement jeunes et de manière progressive. Pardon. Les FTM débutent tous leur transformation relativement jeunes et de manière progressive. Dans leur transition, la frontière du genre est difficilement palpable. Ce phénomène se ressent bien lorsque je pose la question, volontairement vague, qui ouvre chaque entretien. Vous avez fait une transition. Est-ce que vous pouvez me dire comment tout a commencé ? Les FTM sont généralement bien en mal de me répondre, tandis que les MTF savent situer précisément le commencement de leur parcours. Les hommes trans se contentent d'expliquer que c'est quelque chose qui s'est fait pas à pas. Dans l'extrait suivant, Lucas retrace sa lente transition vestimentaire. Ça a été très progressif. J'ai commencé à laisser de côté toutes ces fringues qui me gênaient et dans lesquelles je n'étais pas à l'aise pour porter des choses dont j'avais plus envie, qui étaient plus intermédiaires, plus androgynes. Et au fur et à mesure, j'avais déjà commencé à couper les cheveux là, puis là, puis là, puis là. Il fait un geste qui signifie que ses cheveux sont de plus en plus courts. Au fur et à mesure, j'ai accepté d'acheter des vêtements de mec que j'avais vraiment envie d'acheter. J'étais vraiment dans une transition dans le sens où je prenais beaucoup de plaisir à porter des fringues de mec et des sous-vêtements en dentelle ou des strings. Il y avait toujours ce truc-là, tout en étant malgré tout dans un inconfort. Au fur et à mesure, les soutifs, je pouvais plus. J'ai lâché le soutif. Je portais plus que des culottes ou des strings. Petit à petit, je suis passé au shorty. Et puis le shorty a basculé sur du boxer masculin, jusqu'au caleçon. Dans les débuts du processus de masculinisation, les rappels à l'ordre du genre sont rares. Là où les MTF voient une rupture biographique, les FTM décrivent un processus linéaire. Après avoir retracé la mutation de sa garde-robe, Lucas poursuit son récit en mentionnant un élément visible aux yeux des autres, les sous-vêtements. Les FTM parlent davantage de la transition pour soi que les MTF. Dans leur cheminement, il y a souvent une phase d'entre-deux sexes. Nombreux sont les hommes trans qui se sont un jour identifiés comme non-binaires, un phénomène plus rare chez les femmes, comme nous le verrons dans le chapitre 5. Certains ont, pendant un temps, parlé d'eux-mêmes avec un langage neutre, en évitant de se genrer. Au cours de cette période, les futurs FTM peuvent aussi ponctuellement se travestir au masculin. Le travestissement des FTM n'est pas comparable à celui des MTF. D'abord, il est beaucoup plus rare chez les hommes que chez les femmes trans. Ensuite, il représente pour eux une activité ludique et collective, alors qu'il s'agit d'une pratique secrète et coupable chez les homologues féminines.
Certaines FTM rapportent qu'avant leur transition, ils aimaient bien se kinguer, du terme drag king, en soirée, c'est-à-dire parodier les codes de la masculinité. Pour Julien, ce jeu des apparences a été un révélateur de son désir de transition. Je me suis dit dress code drag king, ça peut être fun. C'est comme Mardi Gras, on va se déguiser. Et là par contre, il y a eu une révélation. C'est que je me suis senti très à ma place. J'ai eu l'impression pas de jouer un rôle ce soir-là, mais au contraire de mettre sur pause le rôle que je jouais tous les jours. C'était génial. C'était hyper fort. Alors je suis rentré et j'ai dit ouais, on va faire les drag kings, ça va être cool. J'ai embarqué tout le monde. Et puis moi, je voyais bien que c'était un petit peu un prétexte. J'étais là à embarquer tout le monde pour essayer de noyer mon poisson et d'être à l'aise quelques heures, une soirée, une journée. Et puis les laps de temps grandissaient. Une fois c'était pour des photos. Et puis ah tiens, on va faire la soirée. Et puis voilà, il y avait toujours un prétexte pour que le jeu se prolonge. Par la pratique du travestissement, les FTM développent souvent un certain goût pour les effets procurés par les habits masculins. Dans sa recherche sur l'anorexie, Muriel Darmon remarque que pour beaucoup de jeunes femmes, les effets physiques de la privation en viennent à être grisants. Le processus de changement devient alors lui-même une expérience structurante, un phénomène que cette sociologue qualifie de socialisation de transformation. Chez les trans aussi, le corps lui-même peut devenir une force d'entraînement indépendante et interne. Mais si les FTM prennent davantage de plaisir que les MTF à expérimenter cette force d'entraînement, c'est entre autres que les promotions de sexe sont mieux accueillies que les déclassements. C'est aussi pour cette raison que les hommes trans n'attendent jamais un âge avancé pour se décider à transitionner. Aucune forme de stigmatisation et de violence n'est assez forte pour les dissuader de changer de sexe dans la jeunesse. Cette tolérance à leur égard est en partie liée au fait qu'ils sont initialement perçus comme des garçons manqués. Les filles garçons manqués sont moins suspectées d'homosexualité que les garçons efféminés, et, lorsqu'elles le sont, cette homosexualité apparaît moins menaçante pour les autres filles que l'homosexualité masculine ne l'est pour les autres garçons. Au début, une petite dose de masculinité chez les filles peut même apparaître rassurante, notamment aux yeux des parents. Certains y voient une promesse d'intelligence ou un espoir d'émancipation. Mais la tolérance a ses limites. Les FTM aussi connaissent des rappels à l'ordre du genre. Selon le professeur en études genre, Jack Halberstam, les femmes masculines se heurtent à une barrière de l'âge. Avec le passage à l'âge adulte, les garçons manqués qui autrefois attendrissaient leur entourage deviennent soudain problématiques. Ce phénomène s'inscrit dans un contexte plus général de durcissement des rôles de genre pendant les années lycée. Si la masculinité rencontre peu d'entraves dans l'enfance, elle doit cesser à la fin de l'adolescence. Sous pression, les futurs FTM peuvent parfois se résoudre à se féminiser. Toutefois, cette expérience est sans commune mesure avec la masculinisation que connaissent les futurs MTF qui s'engagent dans une première vie en tant qu'hommes. Dans le cas des futurs FTM, la féminisation est plus rare et dure quelques mois tout au plus. Elle est généralement encouragée par l'entourage, comme ce fut le cas pour Benjamin. J'ai eu une phase qui a peut-être duré 1 an, où j'ai essayé de me féminiser. Parce que vu qu'on me disait que j'étais une fille, pour moi forcément être une fille, être séduisante, c'était ça. Donc les jours où je me mettais en jupe, ou que je mettais un peu de maquillage ou de vernis à ongles, j'avais toujours droit à « Oh, tu es bien comme ça, tu es jolie ».
Pourquoi tu t'habilles pas comme ça tous les jours? Tu as un rendez-vous ce soir? Il s'appelle comment? Systématiquement. Le témoignage de ce FTM décrit une pratique très répandue et qui participe activement de la socialisation de genre, le renforcement différentiel. Ce dernier consiste à faire du renforcement positif lorsqu'un enfant ou un adolescent se conforme bien aux normes de son sexe. De tels encouragements ont aussi une autre visée, l'hétérosexualité. Comme l'a montré Adrienne Rich, l'injonction à l'hétérosexualité est bien plus forte pour les filles que pour les garçons. Les premières étant socialisées à se voir à travers le regard des seconds. Contrairement à la masculinité, la féminité n'est pas une fin en soi. Elle est avant tout au service des hommes. Chez les FTM, toutefois, les injonctions semblent moins répressives que chez les MTF. C'est pourquoi la phase de féminisation ne constitue qu'une parenthèse qui est relativement aisée de fermer. Mais là où les choses se compliquent, c'est au moment du passage au masculin. Si être un garçon manqué est acceptable, devenir un homme est impensable. Personne ne s'étonne du fait que des filles aimeraient être des garçons, voire que des femmes souhaiteraient au fond être des hommes. Cette idée reçue est d'ailleurs au fondement de la théorie psychanalytique de l'envie du pénis, une théorie encore relativement présente dans le sens commun. En revanche, ce désir ne doit pas se concrétiser. Pour les hommes trans, les ennuis commencent lorsqu'ils prétendent accéder concrètement au sexe masculin. Lorsque les FTM sont démasqués, ils risquent des violences qui ressemblent fort à ce que subissent les MTF dans les débuts de leur parcours. S'ils portent encore des marques physiques ou comportementales associées au féminin, ils peuvent réveiller la panique homosexuelle des autres hommes. C'est ce que redoute David qui, depuis sa transition, réalise un certain travail de performance dans l'espace public. Je me suis rendu compte récemment que je pouvais changer d'attitude physique, genre façon de marcher, ce genre de choses, en arrivant dans le RER ou je ne sais pas. C'est-à-dire, tu vas voir un groupe de mecs qui traînent sur le parvis du RER, tu vas faire gaffe à comment tu marches, à pas les regarder de façon. Parce que moi, je mate les mecs, tu vois, j'aime bien. Ben, du coup, voilà, c'est le genre de truc, tu vas faire attention à pas être pris pour un PD, une fille, un trans, pas te faire casser la gueule ou je sais pas quoi. C'est des trucs cons, mais je crois que oui, inconsciemment, je vais essayer d'avoir une démarche plus mec si je sens un groupe de jeunes cons. Si les FTM veillent tant au comportement des autres hommes, c'est entre autres qu'ils ont été socialisés au féminin. Comme presque toutes les femmes, ils ont fait l'expérience du harcèlement de rue par le passé, et se montrent donc particulièrement vigilants. Mais désormais, ce dont ils ont peur est avant tout d'être perçus comme des imposteurs. En effaçant toute trace de féminité, il s'agit pour eux de montrer qu'ils respectent l'intégrité du groupe des hommes. Autrement, le risque est d'être lu comme homosexuel, et de voir ce style de masculinité sanctionné. Comme les MTF, les FTM n'échappent pas aux soupçons gays. Dans un sens comme dans l'autre, les limites de la tolérance ont toujours quelque chose à voir avec la masculinité. Expérience de transfuge. L'expérience présente ou passée de la masculinité suscite aussi des tensions subjectives chez les transfuges de sexe. En découvrant comment sont traitées les femmes, les MTF prennent conscience de la domination qu'elles ont pu autrefois exercer. Le plus souvent, elles parviennent à réduire ce conflit intérieur, tandis que l'ascension sociale installe un malaise durable chez les FTM. La réflexivité des déclassés. Au cours de leur changement de sexe,
les MTF commencent à faire l'expérience du sexisme. En devenant des femmes, elles se confrontent à un éventail de violences symboliques, matérielles et physiques qui leur étaient auparavant inconnues. Cette expérience n'est pas tout à fait similaire selon qu'elles ont eu ou non une première vie au masculin. Pour celles qui changent de sexe après avoir fait famille et poursuivi une partie de leur carrière en tant qu'homme, le changement de statut qui accompagne la transition semble plus symbolique que matériel. Camille, 30 ans et divorcée d'une femme avec qui elle a eu 2 enfants, est ingénieure en informatique. Dans l'extrait suivant, elle compare son traitement dans la sphère professionnelle avant et après la transition. Je sais que c'est Je sais ce que c'est que les deux sexes au boulot, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai vécu les deux au travail. Parce que le truc, c'est que moi, j'étais chez entreprise numéro 1 en homme. J'avais un traitement d'homme. Et depuis mon opération, j'ai changé. J'ai fait plus d'1 mois d'arrêt, donc du coup, j'ai changé de client. Donc je suis allé chez entreprise 2 et j'ai fait un entretien. La première question qu'on m'a posée, c'est: vous avez des enfants? Alors que jamais on ne me posait la question de si j'avais des enfants avant. On disait: ce sont vos compétences qui comptent. Là, c'était les enfants qui y comptaient. Après, j'ai travaillé pendant 2 mois chez Entreprise 3. C'est différent. Ce n'est pas pareil. Comment ça? Il y a des choses qui sont différentes. Il y a des bonjours madame, mademoiselle. Il y a aujourd'hui on va m'expliquer comment marche un ordinateur. Parce que par définition, je sais pas faire. Parce que je suis une femme. Alors que c'est ton métier. Oui, je sais. Ça me fait marrer, justement. Avant, jamais on m'aurait accompagné comme ça. Il y a des choses comme ça où tu sens que c'est pas pareil. Je vous appelle madame, mademoiselle. Salut les filles. On sent que ça n'est plus les mêmes rapports. C'est plus familier. C'est plus familier, c'est plus dans la tchatch. Pourtant, j'ai le même statut. Discrimination, assignation au travail reproductif plutôt qu'au travail salarié, familiarité. Si le statut professionnel demeure relativement inchangé pour les MTF déjà en poste, leur crédibilité se trouve diminuée. Elles sont généralement en mesure d'accueillir ce déclassement avec humour, car leur transition impacte peu leurs conditions de vie. Les implications matérielles du changement de sexe ne sont pas les mêmes pour celles qui entament leur transformation sans emploi stable ni soutien parental. Du fait de leur jeune âge, ces femmes trans connaissent plus souvent la précarité. La transition affectant considérablement leur existence, elles font une expérience plus rude du déclassement. Pourtant, ces MTF tendent à présenter la mobilité sociale descendante comme le prix à payer pour le bien-être gagné avec la transition. Avec tout déclassement vient le deuil des privilèges disparus. Dans son travail sur les déclassés, le sociologue Camille Pegny identifie un espace de la négociation, subjective, entre réussite professionnelle et réussite dans la vie en général. Cet espace permet de rendre acceptable la perte de certaines ressources, l'amertume de cette perte se trouvant compensée par une satisfaction vis-à-vis d'autres sphères de l'existence. Les récits des déclassés mettent par exemple l'accent sur l'épanouissement que leur procure leur vie familiale, à laquelle ils n'auraient pu se consacrer autant en ayant un travail plus prenant. Dans le cas des femmes trans, le changement de statut est rendu tolérable par la sérénité que procure la transformation. Toutefois, certaines MTF s'avèrent plus résilientes que d'autres. Dans l'extrait suivant, Danielle, qui a entamé son changement de sexe à la fin de l'adolescence,
à la suite de quoi elle a connu 3 ans de travail du sexe, se moque des femmes trans qui ont longtemps vécu en tant qu'hommes et se plaignent du réajustement de leur position sociale. Le truc qui me frappe, ce sont les personnes qui font des transitions un peu tardives et qui s'étonnent. Ah tiens, on m'a diminué mon salaire par 2. Bah oui, c'est que tu es une vraie femme. Rire. Si on fait une transition homme vers femme, on va être traité comme une femme et on aura moins d'argent que les autres. C'est ça, être une femme aussi. C'est ne pas toucher le même salaire que les hommes. Les MTF qui, comme Daniel, ont transitionné jeunes et commencé leur vie professionnelle au féminin, s'accommodent davantage des formes de ségrégation sexuée qui se jouent sur le marché du travail. Parce qu'elles ont été traitées comme des femmes depuis le début de leur carrière. Le coût subjectif de la transition est moins élevé pour elles que pour celles qui ont eu une activité au masculin. Cependant, les MTF qui transitionnent à un âge avancé ne manquent pas de réflexivité. Parce qu'elles sont désormais des femmes, elles découvrent la domination qu'elles ont elles-mêmes exercée. Elles parlent rarement de leur vie familiale passée, un domaine dans lequel le déclassement se fait peu sentir, car, au moment des entretiens, elles n'ont pas, ou pas encore, fait l'expérience d'une longue vie de couple hétérosexuel en tant que femmes. En revanche, elles évoquent souvent leur travail. La réflexivité se fait surtout sentir dans les narrations de celles qui occupent des métiers masculins. Ingénieure dans le domaine de l'armement, Aurélia reconnaît n'avoir pas mis les femmes dans le feu de l'action lorsqu'elle était un homme. Elle s'en rend compte maintenant qu'elle est elle-même assignée, par des hommes, à des tâches plus managériales que créatives et technologiques. Pour faire leur deuil et donner du sens à leur déclassement, il n'est pas rare que ces MTF mobilisent leur socialisation masculine passée, mais cette fois-ci au service des femmes. Les femmes trans connaissent bien des ficelles de la domination masculine. Les ayant expérimentées depuis l'intérieur, elles les cernent suffisamment bien pour les retourner contre ceux qui ont autrefois été leurs pères. C'est surtout le cas pour celles qui ont longtemps vécu au masculin avant leur transformation. D'une part, ces MTF ont été durablement socialisées dans l'autre sexe. D'autre part, elles ressentent davantage le besoin de se repentir de toutes ces années de privilèges. Utiliser leur connaissance des hommes au profit des femmes qu'elles sont devenues contribue à restaurer une paix intérieure et à accepter le déclassement. Nathalie, par exemple, s'amuse de l'accueil qu'elle fait aux hommes qui se permettent de l'aborder dans l'espace public. J'ai compris plein de trucs avec cette histoire de transition. Ce que vivaient les femmes vraiment. Qui ne pouvaient pas être tranquilles à lire un bouquin sur un banc. Mais ça me faisait pas peur. Parce que je vois le mec, je me dis, toi, t'es en train de venir m'emmerder, mais je te connais. Tu sais pas que je te connais, mais je te connais vachement bien. Tu es en train de faire ci, de faire ça. Après, tu vas me faire ça, à tous les coups. Les lourdingues, tu les sens vite. Et je m'en amusais. Déjà, je leur répondais pas en ayant peur, et ça les surprend. Enfin, je dis peur. Mais il y a des degrés. Mais je leur tenais tête, quoi. Ça, ils ne le comprenaient pas bien parce qu'ils sont pas habitués à ça. Ça les excite pas en plus. Je les connais tellement que ça allait être l'arroseur arrosé. Si les MTF craignent d'être perçus comme des PD en début de transition, elles sont moins inquiètes du sort qui leur est ensuite réservé en tant que femmes. N'ayant pas fait l'apprentissage de la peur, à la différence des femmes cis, elles hésitent moins à tenir tête aux agresseurs. Cependant, la riposte apparaît parfois moins comme une forme d'autodéfense féministe
que comme un vestige d'une socialisation masculine plus ou moins compétitive. C'est ainsi qu'Hélène m'avoue: quand je suis en colère, je deviens un homme. Je suis obligé de le reconnaître. Le côté féminin s'échappe complètement. Il y a des aspects en moi qui sont restés masculins. Pierre Bourdieu appelle effet d'hystérésis la résistance de la socialisation primaire dans les trajectoires de mobilité sociale. Les trans peuvent, comme c'est le cas ici, expérimenter un tel effet. Ainsi, certaines MTF, souvent issues de milieux populaires, peuvent parfois continuer à voir dans les agressions masculines une offense plutôt qu'une menace. Il n'est pas aisé de se défaire de sa socialisation initiale. L'éducation d'origine perdure dans une certaine mesure après la transition. Ce constat est généralement plus douloureux pour les hommes que pour les femmes trans. Malaise de l'ascension sociale. Pour les FTM, la mobilité sociale de sexe est plus coûteuse sur le plan subjectif que matériel. Les hommes trans ont rarement un emploi stable en début de transition, mais ils bénéficient de plus de soutien parental. En cela, la transition a un prix relativement limité pour eux. Elle présente même un bénéfice sous la forme d'un dividende patriarcal. Mais elle peut induire une grande tension intérieure. Dans l'extrait suivant, Marin décrit l'étrangeté qu'il a ressentie dans ses relations interpersonnelles lorsqu'il a commencé à passer. Il y a une fois où j'ai bossé pendant une semaine comme animateur d'atelier cuisine. J'étais embauché en tant que mec, enfin pas sur les papiers, mais les gens n'étaient pas censés être au courant que j'étais trans. Et pour les personnes qui n'étaient pas au courant, c'était bizarre, la place qu'on me laissait. C'était la première fois que j'étais perçu en tant que mec cisgenre par des inconnus avec qui j'étais amené à parler. C'était bizarre. Quand je parlais, les gens se taisaient. Ou alors ils venaient me demander mon avis sur des trucs qui me regardaient pas vraiment. Et j'avais l'impression d'avoir une espèce de truc d'autorité naturelle qui était bizarre et déstabilisant. C'est la première fois que ça m'arrivait. Les transfuges en ascension peuvent voir dans leurs nouveaux privilèges le reflet de leur oppression passée. Dans les migrations géographiques, comme dans les migrations de classe ou de sexe, il y a une double appartenance, mais il y a aussi une double absence. La personne n'appartient plus à son milieu ou à son pays d'origine, mais elle n'appartient pas non plus vraiment à son milieu ou son pays d'arrivée. Dans le cas de Marin, le fait de poursuivre une licence de sociologie favorise vraisemblablement la conscience de cette double absence. Avec le passing, il découvre que la parole des femmes importe peu aux yeux des hommes, y compris dans les domaines d'activité féminisés, l'atelier cuisine. Les FTM voient bien le changement qui s'opère dans le traitement qu'ils reçoivent. Leur transition éclaire douloureusement les privilèges masculins. Pour cette raison, l'ascension de sexe n'est pas sans provoquer une certaine culpabilité. Le sentiment de trahir ses origines est bien connu des transfuges de classe. Il est relaté dans bon nombre de romans autobiographiques, comme ceux d'Annie Ernaux, pour qui l'écriture est un moyen comme un autre d'apaiser ce sentiment. Les hommes trans sont aux prises avec cette même tension, celle qui consiste à rejoindre un groupe qui a incarné l'oppresseur par le passé. Julien, qui a commencé sa transition 6 ans avant notre entretien, témoigne de sa difficulté à assumer sa promotion sociale. Être un mec, c'est quand tu l'expérimentes aussi dans la vie. C'est quand les gens s'adressent à toi comme un mec, pour les bons côtés et pour les mauvais, tu vois. Encore une fois, tu peux pas prendre que les côtés faciles. Ouais, je suis un mec, j'ai de la moustache, je suis mignon. À un moment, subis le sexisme masculin.
Retrouve-toi avec 3 connards et sois assimilé à eux. Voilà. Et réfléchis sur ce qui tu es. Sur qui tu es. C'est quand ça te coûte que les choses, elles, sont vraies. Et être un mec, c'est autre chose que de se penser avec un torse et tout ça. C'est aussi le rapport que le monde a avec toi, que tu as avec le monde. Et j'en apprends, mais tous les jours. Ça a vachement changé en 6 ans. Pendant 3 ans, je pensais que j'étais... Ça y est, ça y est, ça y est, j'ai un poil, ça y est. Je savais que dalle, quoi. Pour ce FTM, le bon côté de la transition recouvre tout ce qui a trait à une évolution physique, par opposition à un mauvais côté qui concerne le monde et ses rapports sociaux. Craignant d'être perçus comme des complices de la domination, les hommes trans se trouvent souvent encombrés par le statut social associé à leur passing. Ils le sont notamment vis-à-vis des femmes, qui peuvent poser sur eux le même regard qu'ils posaient, et posent toujours, sur les hommes. Mais ils le sont aussi et surtout par rapport à eux-mêmes, notamment dans l'entre-soi masculin. Cet entre-soi est par définition une expérience nouvelle, qui se révèle particulièrement troublante. L'enthousiasme du début de la transition est vite parasité par la découverte du sexisme qui se déploie entre hommes. Gabriel, qui se décrit comme un espion du patriarcat, confesse. J'imaginais même pas, franchement. J'avais plus d'espoir dans les mecs que ça. Être assigné par ses pairs à une masculinité complice n'est jamais une expérience facile. Les FTM peinent à trouver leur place parmi les hommes et, comme c'est parfois le cas pour les transfuges de classe en ascension, ils en viennent souvent à s'auto-exclure eux-mêmes de leur groupe d'arrivée. Cette auto-exclusion les disqualifie de fait d'une des composantes essentielles de la construction de la masculinité, la sociabilité entre hommes. Toutefois, les FTM tentent, par divers moyens, de concilier leur appartenance de sexe présente et passée. Plusieurs tactiques sont possibles pour mieux vivre son ascension. Généralement, cela passe par le fait d'incarner des figures de masculinité non hégémoniques, comme pour diminuer l'ampleur de l'élévation sociale. Par exemple, il arrive que les FTM laissent entendre qu'ils sont gays, même s'ils ne le sont pas en réalité, comme nous le verrons dans le prochain chapitre. Une des stratégies les plus répandues consiste en un jeu de langage qui a trait pour l'âge. Ce jeu consiste à se dire garçon ou boy, soit garçon en anglais, plutôt comme. C'est ce que fait David, qui a pourtant 27 ans au moment de notre entretien. Je trouve ça un peu sexy de dire boy plutôt que garçon, mec. Homme, pour moi, ce n'est juste pas possible. Ça envoie trop à un truc essentialiste. Et puis je sais pas, c'est un truc de maturité adulte. Oui, je me sens pas du tout là-dedans. Bien que David soit en couple avec une femme, il se réfère à un univers érotique gay, dans lequel les masculinités juvéniles sont parfois valorisées. La jeunesse du garçon ne l'inscrit pas pleinement dans les rapports sociaux de sexe qui structurent la vie adulte et le couple hétérosexuel. Toutefois, si les FTM se disent souvent garçons, c'est aussi parce que c'est l'image qui leur est généralement renvoyée, comme le montre l'historienne et sociologue Juliette Rennes. L'âge des individus peut être lu et conçu de bien des façons. La perception de l'âge est notamment fonction du sexe. Les transitions MTF vieillissent, tandis que les transitions FTM rajeunissent. Comme le formule l'historienne Ilana Lowy à propos des travestis, une femme habillée en homme perd immédiatement 10 à 15 ans. Un homme déguisé en femme en gagne autant. Certains FTM se réjouissent de ce phénomène. L'éternelle jeunesse de leur
l'éternelle jeunesse leur évitant d'embrasser le statut d'homme. Cette posture subversive ne se retrouve cependant pas chez tout le monde. L'ascension sociale est une expérience à géométrie variable. La subversion du genre est inégalement investie selon le niveau de diplôme, la position sociale et le milieu d'origine. David est étudiant en école de cinéma et fils d'un chef d'entreprise et d'une mère cadre. Fabien, lui, poursuit un BTS vente et a un père lieutenant de police et une mère au foyer. Son discours est plus ambivalent que celui d'autres FTM à propos du sexisme qu'il perçoit dans l'entre-soi masculin. Je suis féministe à mon degré, dans le sens où je respecte vachement. Enfin, j'ai envie de faire respecter les droits de la femme et tout ça. Mais après, je suis pas féministe dans le sens où si mon meilleur pote il fait une blague machiste, je vais pas lui faire la morale. Tu vois? Après c'est ça, c'est que les gens, c'est d'un extrême à l'autre. C'est énervant de toujours prendre au pied de la lettre, sans demi-mesure. Fabien semble s'inscrire dans une solidarité de classe avec les hommes cis de son environnement, son meilleur ami, davantage qu'avec son groupe de sexe d'origine. Ce phénomène rappelle le cas, étudié par Christelle Hamel, de certaines descendantes d'immigrés d'origine maghrébine qui privilégient une solidarité de race avec les hommes de leur famille plutôt qu'une solidarité de sexe avec les femmes blanches. Ainsi, si l'ascension de sexe paraît favoriser une forme de subversion chez les FTM, celle-ci peut parfois relever d'une forme de distinction de classe. Loin de se limiter à deux modalités masculines et féminines, l'expérience de transfuge de sexe est façonnée par d'autres paramètres sociaux. Les trans n'échappent pas à l'emprise du genre. Au contraire, ils sont un puissant révélateur de cette emprise. Au fond, ils sont les seules personnes à avoir connu la vie depuis les deux côtés de la frontière sociale du genre. Cette expérience de transfuge éclaire comme aucune autre la force de la socialisation de genre. Dès le plus jeune âge, les garçons et les filles subissent bon nombre d'injonctions qui les différencient et les hiérarchisent. Les filles ont toutefois droit à davantage de transgressions que les garçons. Et c'est cela qui permet aux FTM d'amorcer leur transition dans de bonnes conditions. Mais la tolérance a des limites, en l'occurrence une limite d'âge. Pour les hommes trans, les choses changent avec l'entrée dans la vie adulte. Cette barrière de l'âge n'existe pas chez les MTF qui, elles, rencontrent des difficultés bien avant cela. Chez les jeunes hommes, toute féminité est proscrite. C'est pourquoi à partir du moment où les MTF commencent à s'extraire de la masculinité, elles se confrontent à la marginalité. Ce phénomène en amène beaucoup à renoncer à la transition et à s'engager dans une première vie en tant qu'homme, avant de finalement changer de sexe sur le tard. Le sexe masculin ne se quitte ni ne s'acquiert. Les violences ne viennent pas de ce que les trans quittent ou rejoignent le sexe féminin, mais bien de ce qu'ils prétendent au sexe masculin ou l'abandonnent. Principalement en provenance des pères et des pères, père PERES et père PAIRS, cette violence en dit long sur la masculinité. Elle émane généralement d'hommes se sentant menacés par une féminité qui est en soi jugée dégradante, voire humiliante. D'une manière ou d'une autre, les violences envers les trans sont toujours aussi des violences sexistes. Le maintien du pouvoir réside dans l'exclusivité des dominants. Aucune marque de féminité ne doit venir corrompre le groupe des hommes. Or, qu'ils soient FTM ou MTF, les trans introduisent chez eux un peu de l'autre sexe, soit parce qu'ils ont été des femmes, soit parce qu'ils le sont devenus. En réalité,
C'est contre la féminité, et plus généralement contre les femmes, que beaucoup d'hommes s'obstinent à lutter, y compris lorsqu'ils semblent s'affronter entre eux. L'ordre du genre n'est jamais aussi visible que lorsqu'il est transgressé, parce que les trans le défient radicalement en changeant de catégorie de sexe. Ils et elles se confrontent à sa brutalité. Contre toute attente, celle-ci est moins difficile à accepter lorsque des privilèges ont été perdus, bien que les personnes qui en ont longtemps bénéficié en passent par un réel processus de deuil. Mais l'enjeu pour les MTF est avant tout de parvenir à assumer le fait d'avoir été des hommes, tandis que les FTM doivent assumer le fait d'en être désormais. Globalement, celles qui rejoignent le sexe féminin apprivoisent sans mal leurs remords, alors que ceux qui le quittent sont condamnés à vivre dans la culpabilité. Cherchant à réduire la tension entre leur sexe d'origine et leur sexe d'arrivée, les trans s'adaptent à leur nouvelle classe de sexe, tout en questionnant leur domination présente ou révolue. Les personnes qui changent de sexe sont souvent représentées comme faisant table rase pour correspondre aux standards de leur groupe d'arrivée. Il n'en est rien. Les frontières se franchissent rarement sans regarder en arrière. Dans toute trajectoire de mobilité, les individus emportent avec eux le bagage de leur passé.